et la publicité, c'est quelque chose de fantastique, parce que, en fait, on sort vraiment des lectures académiques. Et l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de Hervé Sanson, que je connais très bien, est tout à fait révélateur. Hervé a commencé d'abord par me faire un article, je pense, comme il a l'habitude de le faire dans les ouvrages collectifs. Les ouvrages collectifs dont nous avons l'habitude, ce sont des ouvrages universitaires. Donc vraiment, cet ouvrage intervient comme quelque chose d'assez intéressant dans le champ de la lecture. Il est d'autant plus intéressant qu'il permet de croiser plusieurs regards. Moi, c'est ça qui m'a interpellée. Des regards de plusieurs en fait, approches en termes d'approche artistique, évidemment. Et donc, vous avez le regard du cinéaste, de la plasticienne, de la lectrice tout à fait profane, qui ont permis de mettre en valeur une chose essentielle, qui n'est pas propre à Asia Djebbal, mais qui est propre en fait à toute cette génération à laquelle appartient Asia Djebbal. C'était ce besoin de mettre en évidence le soi, donc vraiment l'identité, mais faire de cette lecture de soi la condition nécessaire pour pouvoir aller vers l'autre. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller vers l'autre si on ne s'est pas déjà affirmé, si on n'a pas déjà affirmé quelque chose. Et je crois que là, avec Asia Djebbal, on a tout à fait cette approche qui est présente, et elle est d'autant plus présente que, à travers les lectures que nous a régalées Anne-Marie Café, eh bien, on voit vraiment non seulement plusieurs regards qui se croisent, mais plusieurs temporalités, parce que croiser Maïsavé avec Asia Djebbal, avec votre propre travail, c'est quelque chose d'assez fantastique. Je me permets juste de vous demander deux choses, et peut-être éventuellement pas de mettre en évidence une erreur, c'est pas une erreur à proprement parler, mais simplement vous dire que Asia Djebbal n'avait pas du courage parce qu'elle s'est exprimée en français, elle n'avait pas le choix. Mais le courage qu'elle a pu avoir, c'est d'habiter la langue française avec son originalité, et ça, on retrouve ça chez Djebbal, on retrouve ça chez Zib, on retrouve ça chez Kateb, chacun à sa manière, mais vraiment, je pense qu'ils se sont appropriés totalement cet espace de la langue, et c'était une façon pour eux, justement, d'affirmer leur identité. Donc je crois que ça, il faudrait reprendre. Et la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à Femme d'Alger dans leur appartement, je pense à un commentaire de Asia Djebbal lorsqu'elle décrit l'expérience de Delacroix. Elle l'a décrit par rapport aux deux regards qu'il a pu jeter. Je voudrais être traduit dans l'arabe à partir duquel ma langue française s'est constituée, s'est fabriquée. Donc le passage est assez complexe, c'est pour ça que je fais un appel à un colloque. Hein, et donc je crois que là, on ne peut pas décontextualiser les propos d'Asia Djebbal. Elle n'a pas simplement refusé de se faire traduire en arabe, mais je pense qu'il faut les rapporter à une réalité. Et c'est ça qui, alors deuxième point, j'abonde toujours dans votre sens, c'est ce qui a permis alors c'est même pas un passage, c'est un entrelacement entre l'histoire et la fiction, sur la base d'une réalité qu'elle vit au quotidien. En fait, c'est vrai qu'elle réactualise la mémoire, c'est vrai qu'elle fait un travail sur la mémoire. Mais en même temps, ce travail sur la mémoire ne l'intéresse que parce qu'il lui permet de le porter sur la scène du quotidien. Donc de réactualiser la mémoire par rapport à des questions qui la tarautent tous les jours, qui nous tarautent tous les jours, et dont on fait finalement l'essentiel de notre quête. Donc je ne pense pas que les deux choses s'excluent non plus là, pas du tout. Et si elle vous a réconcilié avec l'histoire, c'est que quelque part elle vous a probablement interpellé par rapport aux questions qui se posaient à vous au niveau de votre quotidien. Oui. À l'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer à Belabès. Donc effectivement, dans quelques temps, je soutiens ma thèse de doctorat sur la CESPA. Mon travail porte principalement sur la fiction qui réhabilite l'histoire, comment à travers
médiévale, on sent que l'histoire, ce n'est plus ce moyen de raconter, mais l'histoire, elle réhabilite et elle restitue la réalité. J'ai travaillé sur un grand nombre de romans, en particulier Loin de Médine. Donc Loin de Médine, qui est un roman qui se base sur les incontournables de l'histoire du Sirat Rasoul, l'autobiographie de notre prophète, en l'occurrence Tabari ibn Hisham, mais à la grande tard, je prends le mot, je m'engage, on réalise que les femmes sont occultées et on a beau dire que l'histoire est objective, l'histoire elle n'est pas objective. L'histoire est subjective, mais cette subjectivité, cela ne veut pas dire qu'on invente l'histoire, mais cette subjectivité, ça fait l'historien l'histoire que de son point de vue. Et du coup, elle ne s'est pas, tout en se basant sur les écrits de Tabari et Hisham pour raconter Sirat Rasoul, elle a essayé de réécrire l'histoire à partir du point de vue des femmes, des premiers moments de l'islam. Et du coup, quand on lit Loin de Médine, on va essayer de voir des portraits de femmes lucides, dissidentes, combattantes. On parle de Khadija, la commerçante qui faisait Rihlat al-Shita al-Sayf. On parle de cette Aïcha lors des diffamations, quand on a parlé de cette Aïcha et on l'a accusée lors de la caravane, elle est tellement frêle cette Aïcha, et la caravane est partie et on ne s'est pas aperçu qu'elle n'était pas dedans. Et du coup, elle est restée quelque part à attendre. Quand on est allé la récupérer, on a dit